Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir. Comme tous les soirs, nous revisiterons avec vous toute l'actualité de la journée, notamment la rubrique Vue du Net avec Hassan Gueye. Il sera avec nous tout à l'heure. Vous aurez également la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs avec Safiatou Cissé. Mais en attendant tout cela, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'édition du soir Youssef Ndaw. Il est le coordonnateur du collectif des ex-travailleurs du PCCI. Bonsoir à vous, M. Ndaw. Bonsoir, Moustapha. Je vous remercie une fois de plus de me donner cette opportunité de porter la voix de ce collectif à travers votre télé, parce que ce n'est pas toujours évident. Avec vous, on parlera des difficultés des travailleurs sénégalais. La situation semble complètement compliquée pour eux depuis quelque temps. Il n'y a pas une seule journée où il n'y a pas de plainte ou de complainte sur ces conditions de travail. Si certains réclament des arriérés de salaire, d'autres sont tout simplement au chômage. On parlera de tout cela avec vous. Mais en attendant, revisitons le dossier du jour qui porte la signature de Khokhandong. Il s'est rendu à l'université de Dakar où règnent des conditions d'études extrêmement compliqué entre promiscuité et des rangs qui ne se terminent jamais. Les étudiants se plaignent. Vivre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar relève d'un véritable parcours du combattant. Aussi bien au campus social qu'au campus éducatif, les étudiants vivent le calvaire. Ils doivent déjà s'entasser comme des sardines dans les amphithéâtres pour faire cours. Au resto, par exemple, les facs. Il y a beaucoup de difficultés là. Même les amphis, parce que, par exemple, si tu viens ici, même à 5 h du matin, on y rencontre beaucoup de personnes déjà assises sur la table. Je vois des étudiants qui s'assoient sur des murs à l'amphi pour prendre note. Alors que ça, c'était aboli depuis autant de l'Aïwad, puisqu'on avait réfectionné des amphis en se disant que le président, lors de sa venue, il a dit qu'il va mettre les étudiants dans des conditions de température et de pression, alors que c'est archi faux. Ce sont les nouveaux bacheliers qui souffrent plus dans cette situation. Cette année-ci, on a orienté presque tous les nouveaux bacheliers ici. Et ça a causé que les nouveaux bacheliers n'ont pas la possibilité de faire les cours comme il le faut, surtout en licence 1. Les nouveaux bacheliers qui étaient orientés par exemple en PCSM et du jour au lendemain, si vous revenez sur la plateforme, vous voyez que vous êtes au département de BCGS ou bien en MPI. Donc ça, ce sont des problèmes qui touchent les nouveaux bacheliers. Au campus social, ils vivent dans la promiscuité, l'insalubrité et éprouvent d'énormes difficultés pour se restaurer. Des étudiants se mettent à faire la queue pour 2 heures de temps. À quoi dire? Pour prendre un plat de riz ou bien pour manger. C'est assez et trop, c'est trop. On a des restaurants comme Selfo et Argentin, tout ça, mais ça ne suffit pas. Les conditions sont déplorables puisqu'il y a un effectif très grand d'étudiants et un nombre très minime de logements, c'est-à-dire les pavillons. Récemment, on a démoli les chambres à la cité coloniale. Et des chambres sont, des pavillons sont en réfection. On devait en prendre, on devait prendre en compte cela. Vous voyez les nouveaux bacheliers qui viennent d'arriver. J'en suis sûr et certain que, tous ne bénéficieront pas, de lits. La descente à des heures tardives constitue un autre problème auquel les étudiants sont confrontés, surtout ceux qui font la navette. Les conditions dans lesquelles nous travaillons sont très difficiles. Je peux même dire qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions. Parce qu'un étudiant qui fait ses cours jusqu'à 20 h et qui doit descendre, rentrer par exemple à Kermassar, comment cet étudiant-là pourrait rentrer à temps et réviser ses cours pour venir demain à 8 h? Parce que les cours se tiennent jusqu'à 20 h. Maintenant, si tu descends à 20 h, tu es obligé de rentrer. Même il y a des TP qui vont jusqu'à 22 h. Et ces étudiants n'ont pas de logement, ne sont pas au niveau du campus social. Ils sont obligés de rentrer chez eux. Maintenant, à 22 h, tu rentres à Kermassar. Tu seras à Kermassar à quelle heure? Presque minuit. Tu vas prendre le bain et tu feras quoi pour réviser tes cours? Ça ne peut pas aussi étudier dans ces conditions. Le travail du service de la scolarité est très mal apprécié par les étudiants. Tu fais par exemple PC ou bien maths, on te met géant néant.
ça veut dire que tu n'as pas fait l'examen. Or que tu as bel et bien fait ton examen. Et tu penses même avoir un 18 ou bien un 20. On te donne flanque là-bas, 0. C'est-à-dire que tu n'as pas fait. Tu fais des réclamations, on te flanque la même chose. Tu n'as pas droit à vérifier tes copies. Par exemple, tu fais un examen, on te donne 5. Tu as le droit de réclamer, d'aller consulter votre copie. Mais on constate qu'au niveau de la faculté des sciences et techniques, tel n'est pas le cas. On ne vous donne pas cette opportunité. Tu n'as pas eu le droit, toutefois tu as fait l'examen, tu n'as pas eu le droit de revoir ta copie, ce qui n'est pas du tout juste. Ces pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui se disent fatigués de subir ce calvaire invitent les autorités étatiques à trouver une solution aux difficultés qui rythment leur quotidien. Grand merci à vous, Khokhan Ndong. Youssoupha Ndaw, quand on écoute ce dossier réalisé par Khokhan Ndong, on a l'impression d'entendre les étudiants des années 90, début 2000. Pourquoi? Parce que c'est exactement les mêmes problèmes qui se posent encore. Pourquoi? Alors, c'est vrai, nous avons l'impression, lorsque on suit la récente actualité, que rien ne change, quoi. Parce que personnellement, j'ai quitté cette université en 1992 et voilà, je constate que c'est les mêmes difficultés, c'est-à-dire des difficultés de bourse, un certain engorgement, un engorgement ce qui explique la voilà, c'est explicite. Et donc, on voit que les gouvernements qui se sont succédés ont du mal à prendre le taureau par les cornes. Alors, Moustapha, c'est très simple. Hein. Moi, je considère que ceux qui sont en charge de ces dossiers, ils ne sont pas à la hauteur. Vous savez pourquoi? Parce que quand des difficultés sont notées, on les note, on les analyse, on les décortique, on trouve des solutions, on les applique et on avance. Au Sénégal, apparemment, ça ne marche pas comme ça depuis 30 ans, malheureusement. C'est ce sempiternel problème des étudiants qui revient et c'est symptomatique des carences des gouvernements qui se succèdent. Oui, justement, cela veut dire que ce n'est pas un problème lié à un tel ou tel autre gouvernement, mais c'est peut-être tout un système qui ne parvient pas à appréhender, comme vous dites, les problèmes afin d'y trouver des solutions. Tout à fait. En fait, je pense que c'est dans la culture politique du Sénégal, parce que les politiciens n'ont pas encore compris qu'il y a des domaines qui sont extrêmement stratégiques et importants pour une nation, comme l'éducation. Les domaines doivent faire l'objet d'une prise en charge extrêmement froide et professionnelle. C'est-à-dire c'est aux professionnels, aux gens qui connaissent ces dossiers, de les traiter. Mais on ne peut pas prendre un politique parce qu'il est de la région d'origine du président pour lui confier le coude. Trop d'errements. Il faut que les Sénégalais ouvrent les yeux. Il faut que les autorités comprennent qu'il faut qu'on passe à une société plus moderne, plus ouverte, plus adaptée aux enjeux. Quand vous regardez les images qui viennent souvent de l'Université de Dakar, quand vous regardez ces manifestations d'étudiants parfois, est-ce que quelque part vous ne vous dites pas que le système politique est en train d'entretenir peut-être une bombe qui pourrait exploser à tout moment? En fait, je pense que le système politique n'entretient pas. C'est-à-dire, le système politique est défaillant devant une bombe qui risque d'exploser. Il n'entretient rien. En fait, quand on voit ce qui se passe, quand on voit la récurrence des jacqueries, je vais parler de jacqueries, parce que c'est des gens qui ont faim. C'est comme les paysans français au Moyen-Âge. Lorsqu'ils se soulevaient, on parlait de jacqueries. Mais les étudiants, quand on les voit aujourd'hui, ils sont faméliques, fatigués à cause des fils, comme ils ont dit. Pour aller aux toilettes, ils font des fils. C'est inhumain. Donc, je pense que effectivement, c'est la culture politique qui nous bloque sur ce dossier. Il faut qu'on change de paradigme. D'accord. Alors, ces étudiants-là vivent déjà dans des difficultés. Demain, ils auront à affronter le monde du travail, qui est déjà assez compliqué. Et quand on voit ce qui se passe depuis quelque temps, des travailleurs sénégalais qui manifestent, d'autres qui réclament le respect d'accords déjà signés, d'autres qui réclament des arrêts de salaire, s'ils ne sont pas tout simplement licenciés. Si vous aviez aujourd'hui à observer, à analyser la vie du travailleur sénégalais, vous dites quoi? Alors, je dirais que les travailleurs sénégalais sont très mal barrés. Très mal barrés parce que si je me réfère au cas PCCI, bon, on ne va pas trop développer parce que c'est cette question qui m'amène ici, mais c'est juste un exemple que je ne peux pas m'empêcher de citer, puisqu'il a frappé 1800 citoyens, alors que même cette société est engagé dans ce qu'on appelle une convention État-employeur. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'une convention État-employeur? C'est-à-dire, le gouvernement du Sénégal
par un dispositif qui vise à soutenir l'emploi des jeunes, a octroyé à cette entreprise environ 800 millions pour l'année 2018 sans qu'aucun salaire ne soit versé. Alors que ces 800 millions sont destinés à payer 40 à 60% du salaire de ses employés. Soyons clairs. Voilà. L'État du Sénégal verse 800 millions au PCCI. Environ, à peu près. Qui sont destinés à prendre en charge la partie du salaire que l'État devait payer. Tout à fait. Et vous ne recevez pas cet argent-là. Tout à fait. Alors c'est un gros scandale. Scandale pourquoi? Je vais vous expliquer très rapidement que lorsque j'ai essayé de voir si cet argent qui est destiné aux entreprises pour le soutien de l'emploi des jeunes a été bel et bien versé à PCCI, parce qu'on est en droit de se poser cette question, parce que lorsqu'on reste un an sans être payé, on peut penser que peut-être l'État n'a pas rempli ses obligations. Eh bien, ce n'est pas le cas, Moustapha. Nous avons fait des investigations, j'ai fait à peu près 4, 5, 6 administrations, j'ai parlé à plus de 10 fonctionnaires sénégalais, aucun d'eux n'a accepté de me communiquer l'information sur le montant de la convention État-employeur. C'est sidérant. Et on a tout de suite compris qu'il y avait un lièvre à lever. On l'a levé. Nous avons utilisé les armes qu'utilisent en général les lanceurs d'alerte et nous sommes entrés dans la forteresse. Parce que je vous signale au passage que même nos avocats ont écrit une lettre au directeur de l'emploi pour lui demander est-ce qu'il y avait eu des fonds alloués au titre de la convention État-employeur. Il a dit quoi? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il semblerait que l'argent alloué à la convention État-employeur et cet argent, ce montant, a une importance stratégique, sécuritaire, parce que personne n'a voulu me le donner. J'ai rencontré le directeur de la programmation du budget. Il ne vous a rien dit. Je suis allé au ministère des Finances. On m'a tourné en bourrique. Alors que nous sommes des citoyens, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du trésor français, du trésor, excusez-moi, sénégalais. Alors, je dis 800 millions, mais c'est pas sûr. Si les gens de la direction de l'emploi ne sont pas contents de mes propos, ils n'ont qu'à venir sur un plateau et nous dire combien ils ont sorti. Alors, vous avez dit 800, 1 million, 1800 alors 975 millions. 1800 personnes concernées par cette affaire, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Alors, mais ils ne sont pas tous licenciés. Au départ, c'était 1800. Ils sont combien aujourd'hui à se retrouver au chômage, à peu près? Alors, combien se retrouver au chômage? Alors, après qu'on ait entrepris cette procédure qui visait à récupérer nos salaires, puisque l'État semblait inactif, une inactivité indécente, on va le dire en passant, eh bien, nous avons lancé une procédure, nous avons pris un cabinet d'avocats et nous avons commencé à faire des démarches pour récupérer ce dû, puisque nous n'étions pas protégés. Durant cette année-là, sans salaire, l'inspection du travail n'est jamais entrée dans cette boîte. C'est une cécité qui laisse perplexe quand même. D'accord. 1800 employés, sous convention État-employeur. Vous vous rendez compte? Si l'État traîne les pieds à aller voir ce qui se passe là-bas, c'est dû à quoi? Parce que la direction est trop forte pour le pouvoir ou bien? Alors, nous pensons, parce que lors de nos discussions avec nos employés, nos patrons et nos ex-collègues de PCCI, et quelqu'un a laissé entendre qu'ils avaient leur entrée à la cour d'appel. Et ils nous ont clairement fait comprendre que dans cette procédure dans laquelle nous nous engageons alors, c'était en novembre 2018, que nous n'étions pas prêts de toucher nos sous. D'accord. Et les choses semblent leur donner raison, puisque la cour d'appel a 3 fois de suite invalidé les jugements. Justement, parlons de cette procédure-là, judiciaire que vous avez engagée. Vous avez la possibilité que qu'ont toujours généralement les travailleurs, c'est peut-être aller voir des syndicats pour qu'ils défendent vos intérêts, parler aux médias, peut-être. Vous avez très vite saisi le juge. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il vous a dit? Voilà, nous avons préféré faire ce qu'on appelle un class action. J'insiste sur ce point parce que j'aimerais que cette procédure que nous avons menée inspire les Sénégalais. Parce que face à un gouvernement qui est c'est indécent, le silence du gouvernement, il est indécent dans ces conditions, quand 145 800 personnes sont intéressées. Nous avons fait ce qu'on appelle une class action. Nous avons pris nos responsabilités et nous avons rencontré un cabinet d'avocats. Donc, dès lors, PCCI a considéré que c'était un sacrilège, un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire, ils sont tellement patrons que personne ne doit porter plainte contre eux. Et ils nous ont dit, vous perdez votre temps.
après 2 mois de procédure, 3 mois, après qu'on ait reçu le premier jugement favorable du tribunal de travail. Qui dit quoi, le premier jugement? Qui dit exactement quoi? Paiement immédiat des arriérés de salaire. C'était une ordonnance du tribunal du travail, c'est la numéro 40 du 5 février 2019. Oui. Sans suite. Il n'y a pas de paiement. Le tribunal donne un premier jugement et intime l'ordre à la direction de vous payer vos arriérés de salaire qui étaient élevés, qui s'élevaient à peut-être 395 millions alors. 12 mois. Oui, 12 mois à peu près. Après, c'est passé à 14 parce que pendant la procédure, rétention de salaire. La direction ne fait rien, ne s'exécute pas. Oui. Vous faites quoi? Alors, elle ne s'exécute pas et donc il y a une campagne de communication, naturellement. On continue le travail avec les avocats et on reprend une autre procédure parce que lors des premières saisies, il y a des atermoiements. Alors, pour la première ordonnance, excusez-moi, PCCI va user de tous les subterfuges que lui permet la loi. Et finalement, au bout du compte, c'est la Cour d'appel qui casse ce jugement. La Cour d'appel. Oui. Qui dit quoi? Alors, je ne peux pas entrer dans les détails, mais toujours est-il que ce jugement a été désavoué et démantelé par la Cour d'appel. Ça veut dire que vous perdez? En tout cas, il ne nous a pas permis de toucher notre salaire. Donc, le juge du tribunal du travail a dit une chose et la Cour d'appel a dit autre chose. Deuxième étape, c'est le 1er juillet 2019. Lors des premières saisies, Sonatel ne joue pas le jeu parce que nous avons fait ce qu'on appelle des saisies sur créance. Et lors de ces saisies, Sonatel n'a pas présenté les documents comme il le fallait selon la loi. Dès lors, elle est tombée sous le coup de la loi et nous avons assigné alors Sonatel devant le tribunal du commerce qui a encore une fois ordonné Sonatel à payer. Donc c'est une ordonnance du 1er juillet 2019 et M. Diop, il n'y a pas eu de paiement. Il y a encore eu la série d'atermoiements et de dilatoires qui s'est terminée par un désaveu, encore là, de la Cour d'appel qui a argué que le tribunal du commerce n'était pas compétent pour juger cette affaire de recouvrement avec la Sonatel, qui est une société, je pense, commerciale. Et là, la procédure semble épuisée. Vous faites quoi? Non, mais alors, quand les juges de la Cour d'appel nous ont dit vous n'êtes pas au tribunal compétent, vous aurez dû aller pour une société commerciale au tribunal de grande instance, ça a heurté notre bon sens. Parce que, mais bon, on s'est dit, on n'est pas dans les arcanes du droit. On a dit, on va aller au tribunal de grande instance. Donc c'est la 3e juridiction, M. Diop. Et là encore, nous avons eu une victoire le 27 décembre. Décembre 2019. Sans équivoque, sans appel. Et on doit payer combien? Et là, Sonatel devait payer 404 millions. 3 semaines après, il y a de grosses lenteurs pour avoir l'ordonnance qui nous permet de faire des saisies. On ne comprend pas. On se fait du sang. Et au bout du compte, on nous dit qu'il y a une requête qui a été déposée par Sonatel qui est venu à la rescousse de PCCI, ou plutôt le contraire, PCCI qui est venu à la rescousse de Sonatel, parce que c'est Sonatel qui était condamné. Et on nous dit qu'il faut consigner 500 millions suite à cette requête. Vous, les travailleurs qui avez perdu votre emploi depuis pratiquement 16 mois, on vous demande maintenant de verser 500 millions. Tout à fait, M. Diop. Et vous avez vu que c'est absolument inacceptable et intolérable. Ça relève du grotesque. Moi, j'ai honte pour nos institutions et pour ce pays. J'ai honte pour ceux qui représentent ce pays au plus haut niveau. Mais là, on peut... C'est le travail des syndicats de protéger les travailleurs, mais l'État également a un devoir de veiller sur les devoirs des citoyens. Est-ce que vous avez senti la protection, ou en tout cas le soutien de l'État du Sénégal dans ce combat? Alors, je pense que en pointant cet aspect-là, on va parler plutôt d'indécence de l'attitude de l'État, parce que c'est indécent quand des citoyens, quand une entreprise de 1800 travailleurs est en difficulté. Je vais vous dire, vous savez, cette entreprise-là, qui est restée 1 mois sans payer à ses employés, 1800 employés, leur salaire, cette entreprise, elle est installée sur un terrain qui fait partie du patrimoine de la Sotrac. On l'a découpé du patrimoine de la Sotrac. Du patrimoine de l'État du Sénégal. Tout à fait. C'est ce patrimoine dont vous avez entendu parler récemment. Oui. Eh bien, ce patrimoine a été dépecé sous l'ère Wade. Une partie a été donnée gracieusement en bail à PCCI. Vous savez ce qu'ils ont fait, ces gens? Eh bien, au bout de 15 ans, après avoir ouvert leur filiale ailleurs,
quand ils ont compris que voilà, le business n'était peut-être plus intéressant pour eux au Sénégal, eh bien, ils ont bradé ce terrain à 6 milliards à la société chinoise GRC, China and Road Corporation. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Alors, je l'ai ici. C'est l'avocat même de PCCI qui nous a envoyé ce document. Je l'ai ici. Ils disent qu'ils ont vendu à 6 milliards pour payer nos dettes. Pour payer les dettes. Pour payer les créances. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de créances payées. Alors, j'ai le document, hein, tout ce que j'avance est documenté. Alors, j'ai une pile de documents, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. D'accord. Il reste à disposition de tous ceux qui voudraient... Une dernière question peut-être. Est-ce que si tout cela est possible, si vous avez vécu tout cela, est-ce que ce n'est pas parce que justement l'entreprise n'est pas sénégalaise? Ou bien c'est bien cela? Alors, c'est une entreprise 100% sénégalaise. 100% sénégalais déjà. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des accointances. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vous pose la question. Quelqu'un a parlé d'entrée à la cour d'appel. Oui. Donc, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que la suite semble donner raison à cette personne qui avait annoncé haut et fort que PCCI avait ses entrées à la cour d'appel. Parce que ce qu'ils ont fait là, pour le dernier jugement, c'est Sonatel qui est condamné. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle une intervention volontaire de PCCI, qui est venue dans un procès où Sonatel est condamné, s'inviter. C'est un truc technique, juridique, qu'ils ont utilisé pour venir torpiller ce processus qui était déjà beaucoup. Oui, mais je persiste parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est parce qu'il y a une main étrangère derrière tout cela que PCCI se permet tout cela. Ou bien vous dites alors, que non, c'est 100% sénégalais, il y a aucun problème. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Le premier, c'est que Sonatel est une marque de la meute France-Afrique. Je vais parler de meute. Parce que c'est un président français qui a dit que quand vous allez en Afrique, il a dit aux entrepreneurs, et on l'a capté en off, il faut chasser en meute. Oui, allez-y en groupe. Chacun prend là. Alors je rappelle que la meute, c'est une horde de loups, Absolument. Voilà, de prédateurs. Absolument. Ben, Sonatel se présente comme un prédateur. Et si vous voulez, aujourd'hui, vu la situation de ce pays, les activistes, il y a un nouvel air qui souffle dans ce pays, où les gens voient la France autrement. Il ne serait pas très bien qu'un géant de la trempe d'orange tombe devant de pauvres autochtones. Les activistes, justement, une dernière question sur ça. Est-ce que, quelque part, vous ne vous sentez pas orphelin depuis l'emprisonnement de Guy Marius Sagna, quand on sait qu'il a quand même contribué à médiatiser votre combat? Absolument. Il a même été interpellé une fois par la police à cause de ça. Je suis très content de cette question parce que ça me permet de rendre hommage à notre ami Guy Marius. Et on est solidaires. C'est très douloureux pour nous, mais il y a toujours un après. Que les gens qui le détiennent en prison sachent que les institutions sénégalaises ne leur appartiennent pas, le droit ne leur appartient pas. Et comme il y a toujours un après, faut qu'ils fassent très attention au déni de droit et aux abus. C'est valable pour Guy, c'est valable pour le collectif. Il y a une autre race de Sénégalais aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent qu'avec ces Sénégalais, les choses ne se passeront pas. Le collectif qui va d'ailleurs manifester dans les prochains jours. Tout à fait. J'en profite pour informer que, alors vendredi prochain, nous allons une fois de plus faire un sitting devant Orange, et je pense que comme il s'agit d'une société française, comme la dernière fois, on leur enverra à peu près des escouades et des escouades, à peu près 400 policiers. Je vais juste profiter pour rappeler à la police sénégalaise qu'ils sont chargés de notre sécurité. Les policiers n'ont pas besoin de tirer des lacrymogènes sur des cadres, des femmes, des mères de famille qui viennent manifester leur courroux devant une entreprise parce qu'elle leur doit de l'argent après une condamnation de justice. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas pousser les Sénégalais à bout. Grand merci à vous, Youssouf Ndaw. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des ex-travailleurs du PCCI et que vous étiez l'invité de cette édition du soir qui se poursuit. Juste après Youssouf Ndaw, nous recevrons Hassan Gueye dans sa rubrique Vue du Net. Merci. Merci.
du net avec Hassan Gueye qui est en train de s'affairer autour de son micro. Alors, l'actualité, Hassan, c'est cette polémique sur le statut de la ville de Dakar. Le journaliste, analyste politique Cheikh Diallo avait été le premier à l'évoquer parce que pour lui, on n'aurait même plus besoin d'élire le maire de Dakar. Le président n'a qu'à le nommer. Aujourd'hui, on prête à Aminata Mbengue Ndiaye une proposition selon laquelle elle voudrait donner que le Dakar ait en tout cas un statut particulier. Cela veut dire quoi tout cela? Vous l'avez dit, Moustapha, Cheikh Diallo en avait parlé après la révocation de Khalifa Ababacar Sall par décret par le chef de l'État. Cette semaine, Aminata Mbengue Ndiaye du Haut Conseil des collectivités territoriales en a reparlé avec ses membres en demandant à ce que Dakar ait un statut spécial pour que le chef de l'État puisse nommer le maire de la capitale. Alors, en tout cas, une demande, une idée qui n'agrée pas les internautes parce qu'ils se sont pensés sur cette histoire-là. Depuis que c'est sorti. Et pour rappel, depuis que la presse parle de cette affaire-là, ni Aminata Mbengue Ndiaye, ni ses proches du Haut Conseil n'ont apporté de démenti. J'ai vu Abadou Gallo Diaw du Parti Socialiste qui a écrit un long texte d'ailleurs sur ça pour expliquer la position d'Aminata Mbengue Ndiaye, sauf que lui, il n'est pas membre du Haut Conseil des collectivités territoriales et je ne suis pas au courant qu'il ait été nommé porte-parole d'Aminata Mbengue Ndiaye. Alors, mais en tout cas, ça a été bien commenté. Nous allons lire les commentaires des internautes. Avec Soya Diagne pour commencer, Soya Diagne Dakarois qui dit HCCT, c'est tout ce que vous avez trouvé pour rendre grâce à votre bienfaiteur, lui servir la mairie de Dakar sur un plateau de nomination, le haut conseiller des colporteurs et des tâtonnements créé depuis 2016 pour une touche nouvelle à l'acte 3 de la décentralisation qui n'existe que de nom. Ce machin coûte aux contribuables sénégalais 6,5 milliards par an de budget. Son président nommé a, tenez-vous bien, 500 millions par an de fonds politiques qu'il dépense sans compter, 3 voitures de fonction, 1 million de carburant qui va avec, et un cabinet ou un personnel administratif et technique, ainsi qu'un personnel subalterne où il pourra caser ses militants. Il voyage en première classe et reçoit des tarifs de mission compris entre 100 000 et 200 000 francs par jour et pour ses déplacements à l'étranger. Et Soedian ajoute qu'un simple conseiller gagne 1,2 million par mois et les membres du bureau ont 2 millions par mois. Et poursuivons avec Souley Fall, qui écrit que c'est comme si les Dakarois ne veulent pas de leur liberté pour accepter qu'on leur choisisse un maire. Ça, c'est donc le terminus du mathéisme, donc pour dire que on fait tout ce qu'on veut, personne n'y peut rien. Mohamed Koulibaly qui dit de quoi ça retourne cette histoire. Que sont-ils entendus pour faire mal? Que sont-ils entendus pour mal faire, dit-il. Donc, Mahou Maktar a aussi commenté, nous sommes dirigés par une bande d'opportunistes, leur objectif est le partage du gâteau. Manik Mané a aussi commenté, je n'ai pas de problème avec les géniteurs de l'idée, il nous a habitués à ces choses-là. Je n'ai pas non plus de problème avec ces gens de ce machin, en parlant du HCCT, qui défendent leur pain, mais mon problème, c'est les gens qui essaient d'expliquer cette idée. Comment peut-on être aussi attaré et débile que ces énergumènes? Un autre internaute qui commente sous couvert de l'anonymat et qui écrit, il a raison, le roi veut tout le royaume sous sa coupe et n'avoir que des gens qui s'agenouillent devant lui. Dans une démocratie, ce n'est pas le cas. Regardez à Londres, Ankara, New York ou Paris, les maires sont de l'opposition sans que le pays ne soit chamboulé. Pourquoi vouloir instaurer dans une démocratie un système féodal ou monarchique? Karl Pape. C'est avec lui que nous allons d'ailleurs terminer. Décentralisation n'est pas concentration, dit-il. Tous les grandes villes du monde ont un statut particulier qui leur permet d'être mieux gérées, de rapprocher l'administration municipale du citoyen d'une part et rendre effective la participation de ce dernier à la vie locale d'autre part. Mais dans aucun pays cela ne se passe par la confiscation du suffrage, par la mise en place d'une personnalité nommée par le politicien. La légitimité de l'élu local est consacrée par la loi fondamentale et ne se confond pas avec celle du président de la République. Ce dernier n'a pas le pouvoir de contourner la Constitution pour se permettre ce qu'il peut obtenir par son propre pouvoir. La personnalité juridique de la ville de Dakar ne se confond pas avec celle de l'État. Le groupe de perdémistes qui se nomme Dialogue National n'a aucune légitimité pour initier
changement institutionnel, surtout antidémocratique. Je souhaite que le débat sur les velléités accaparantes de la ville d'accaparement de la ville de Dakar par des financeries juridiques de la part de Macky Sall ne soit qu'une simple rumeur. Autrement, tout député qui votera une telle réforme mérite la potence. Grand merci à vous, Hassan Gueye, pour ce tour d'horizon de l'actualité sur les réseaux sociaux. Merci également à toute l'équipe technique, Amdi Sidibé, Serigne Alioune Keita, Mami Kanté. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité au programme de Walf TV. On se quitte avec la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs, et c'est avec Safiatou Cissé.